Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année et je vous souhaite une merveilleuse année 2026. Aujourd'hui nous sommes en compagnie d'un petit Gavroche tout excité, ça fait un quart d'heure qu'il est en folie. À chaque fois que je set up le matériel, il se dit let's go, c'est le moment de faire n'importe quoi. Donc là on sent qu'il a envie de faire des bêtises plutôt que de se poser. On se retrouve pour la vidéo rituelle, la vidéo que vous voyez fleurir partout sur YouTube en début d'année, à savoir les coups de cœur de l'année 2025, les coups de cœur de l'année précédente. Je vais en tourner plusieurs dans la foulée, je pense, donc après il y aura mes déceptions et potentiellement les livres que j'ai hâte de lire en 2026. Donc pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et pour me soutenir, mettez un commentaire, un like et n'hésitez pas à papoter en commentaire, à me dire aussi ce que vous avez adoré comme lecture en 2025. Ça me donnera peut-être des idées pour mon année de lecture qui va venir. Cette année, j'ai lu 75 livres, enfin quand je dis cette année, l'année précédente, j'ai lu 75 livres et je suis assez contente. Mon objectif c'était 80. Bon en fait ça dépend vraiment, enfin c'est dur de mettre un objectif parce que tu sais jamais ce qui va t'arriver dans l'année. Et juste je suis contente, 75 franchement je suis contente. Je voulais lire aussi 25% de mes lectures en anglais et j'en ai lu 53%, donc je suis très contente. Et en 2026, je ne me mets plus d'objectif de pourcentage en anglais parce que en fait je sais que j'en suis capable et c'était surtout ça, c'était me dire si un livre est en anglais, tu n'as pas peur de le lire, tu peux le lire, c'est pas une barrière en soi. Alors, niveau coup de cœur à vous présenter, j'en ai 11 il me semble. Sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Et on commence Atmosphère de Taylor Jenkins Reid, que j'ai lu en anglais mais qui a été traduit quasi simultanément. Taylor Jenkins Reid, elle est connue pour avoir écrit Les 7 maris d'Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six, donc c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'avais un peu moins aimé Les Sirènes de Malibu et j'avais pas du tout aimé Carrie Soto is Back. Donc vraiment ça dépend. J'adore vraiment le truc de suivre des célébrités, des fausses célébrités. Ici, on n'est pas du tout avec des fausses célébrités, on est en 1980 et on suit Joanne qui est astrophysicienne, professeure à l'université et qui rêve de travailler à la NASA et de devenir astronaute. Sauf qu'à l'époque, les candidatures ne sont pas ouvertes aux femmes. Un jour, voilà qu'on la prévient, c'est désormais possible en tant que femme de postuler. Ce qu'elle fait, elle postule, elle passe les sélections et elle se retrouve à pouvoir passer la suite des entraînements, la suite des sélections avec un groupe de personnes, dont quelques femmes aussi. Il y a alors sur elle une assez grande pression puisque tu fais partie des premières femmes à venir à la NASA. C'est un peu sur toi que va reposer tout le reste des clichés sur les femmes dans la NASA, quoi. Si tu te foires, on va dire c'est les femmes qui se foirent. Elle se donne à fond. On la suit sur deux temporalités. Dans un premier temps, on se retrouve, je sais plus, fin des années 80 si je dis pas de bêtises, et ensuite on a des chapitres dans le passé qui nous disent comment elle en est arrivée ici, comment elle a passé les sélections, comment elle a rencontré des gens, et ça c'est l'un des aspects que je trouve le plus fantastique dans ce livre, c'est les relations entre les personnages. Franchement, mais la chair de poule, ce livre m'a fait pleurer un torrent de larmes, puisqu'il y a tout l'aspect amical des gens qu'elle va rencontrer, avec qui elle va devenir amie, c'est incroyable de voir les relations qui se créent, et jusqu'à leur climax, c'est tellement beau, ces gens, on a l'impression de les connaître à la fin. Il y a aussi toutes les relations familiales, puisque elle a une nièce, et sa sœur s'occupe super mal de sa fille, donc de la nièce de Joanne. Joanne va donc adopter une posture de figure maternelle pour cet enfant, et bien entendu, le sous-titre du livre, vous l'avez vu, c'est A Love Story, donc une histoire d'amour, donc ça parle aussi d'amour, puisque dans ce programme, Joanne va rencontrer une femme dont elle va tomber amoureuse, elles vont toutes les deux tomber amoureuses. C'était tellement chouette. Je vous le recommande vraiment, vivement, chaudement. Je pense que ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais si vous aimez déjà les livres de Taylor Jenkins Reid, a priori, pas de raison que ça ne vous plaise pas. Oh mon dieu, on a enfin réussi à apprivoiser un gave sauvage. Le livre suivant, je ne l'ai pas en papier et je l'ai lu en anglais, mais il va sortir en français le 26 février et je vous en ai parlé dans une vidéo. Je pense même que c'est la dernière vidéo de la chaîne, ça doit être la vidéo où je vous parle de mes dernières lectures en essayant de vous les classer de la pire à la meilleure. Le livre c'est Favorite Daughter de Morgan Dick et donc en français le titre c'est Sa fille préférée. Je sais plus c'est quel éditeur ça va sortir, mais encore une fois je pense que ce livre il m'a beaucoup plu parce qu'il est venu parler à l'enfant en moi avec mes circonstances personnelles et familiales. Peut-être que ça parlera pas à tout le monde de la même manière et je pense aussi que j'ai pas été très objective sur ce livre si tant est que ce soit possible parce que il aborde
abordé des thématiques qui me touchaient beaucoup. Vous l'aurez compris grâce au titre, mais c'est un livre qui va beaucoup parler de daddy issue, donc du rapport au père et du rapport plus globalement à la famille. On a 2 personnages principaux. Il y en a une, c'est Charlotte et elle est surnommée Arlo, et l'autre c'est Michelle, elle est surnommée Mickey. Mickey, elle a la trentaine, 33 ans je crois, elle est professeure, maîtresse d'école en maternelle. Elle a un problème d'alcoolisme. Elle ne parle plus à ses parents et son père, pour le coup, ça fait très longtemps qu'elle ne l'a pas vu. C'est lui qui les a abandonnés, sa mère et elle, et il a été refaire sa vie ailleurs. Il a une autre fille, voilà, dont Michelle ne sait pas grand chose. Sauf que un matin, elle apprend en lisant le journal que son père est décédé. Dans la foulée, il y a un avocat qui vient la voir et qui lui dit: il vous a laissé toute sa fortune à une seule condition, c'est que vous fassiez je ne sais plus combien d'heures avec une psy, et il a choisi la psy pour vous. Alors, on passera sur le côté pas très éthique de la chose, puisque déjà, c'est pas quelqu'un d'autre qui doit choisir un psy pour vous, ça on en est bien d'accord. Il faut que le feeling passe, il faut que vous le sentiez. Mais il y a de l'argent derrière, et son père, de toute façon, ça a toujours été quelqu'un qui avait des conditions un peu étranges, donc elle s'est dit pourquoi pas, je le fais pour l'argent. Si vous n'aimez pas les personnages chaotiques, passez votre chemin, parce que vraiment Michelle, elle en tient une couche. Et en fait, sa psy, ce n'est autre que l'autre fille du papa, à savoir Charlotte. Aucune des deux ne sait qui est la personne en face, et c'est là que va se jouer toute l'intrigue en fait, c'est qu'elles ont toutes les deux un rapport au père qui est complètement différent. Puisque Michelle, elle déteste son père, elle est super fâchée, elle est bien contente qu'il soit mort, et elle veut juste la thune et plus rien à voir à faire avec lui, elle s'en fout du reste. Alors que Charlotte, son père, c'était son héros. Et je trouve ça trop génial parce qu'un parent, il peut refléter d'une manière différente pour 2 enfants. Il peut être un père absolument génial et parfait pour une personne, pour une sœur, un frère, et puis pour l'autre, être vraiment la personne la plus abjecte. Parce qu'un parent peut avoir des attentes différentes envers ses enfants, peut les traiter de manière différente, rien que si vous êtes l'aîné de la famille et si vous êtes la petite dernière, le rapport il est complètement différent. Malheureusement, ça ne devrait pas, mais ça l'est la plupart du temps. C'était super chouette, on suit les deux et leur parcours, leur réflexion, leur manière d'évoluer sur la famille, la parentalité, sur leur rapport à leurs parents, que ce soit leur père mais aussi un petit peu leur mère. C'était super génial. J'ai adoré. Michelle, elle m'a touchée, mais comme peu de personnages m'ont touchée. Je sais qu'il a des défauts, mais en fait, ça a quand même été un coup de cœur pour moi pour l'aspect vraiment très 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 personnel. Et donc, c'est là que je me dis, je suis peut-être pas du tout objective. Autant il y en a des fois où je suis en mode, bon non, ne me parlez pas de défauts, c'était pas possible. Là, je sais qu'il y en a, mais les personnages étaient tellement bien construits, tellement chouettes, et il y avait tellement de choses intéressantes à détricoter, à analyser. Je suis tombée dessus par pur hasard, et je l'ai lu, je pense, à un moment où j'en avais vraiment besoin. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres livres qui parlent de daddy issue, mais s'il vous plaît, donnez-les-moi. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'il y a un autre livre sur les daddy issues dans ce classement. Cette année, ça a aussi été l'année où je me suis réconciliée avec un genre. En tout cas, je l'ai découvert et je l'ai vraiment appréhendé pleinement. Il s'agit de l'horreur. J'en avais déjà lu, je pense, en 2024, mais j'en lisais très peu parce que j'avais peur d'avoir peur, parce que je voulais pas de gore, etc. Et en fait, aujourd'hui, j'arrive à pleinement appréhender ce que j'aime dans l'horreur, et du coup à rechercher. En fait, je veux pas avoir peur, je veux discuter de sujets sociaux ou personnels ou familiaux. L'horreur, je trouve que c'est un point hyper important, une manière hyper chouette de discuter ces sujets-là. L'un des livres d'horreur qui m'a le plus plu cette année, c'est The Lamb de Lucy Rose. Je ne sais pas s'il a été traduit. Aux dernières nouvelles, il n'était pas traduit, mais on ne sait jamais. Ça parle d'horreur, mais ça parle aussi spécifiquement de cannibalisme. Donc, je trouve que quand on lit de l'horreur, il faut aussi savoir un petit peu ce qui est absolument non pour nous et ce qui nous plaît un peu plus. La narratrice s'appelle Margot. C'est une enfant, je crois qu'elle a 7 ou 8 ans, et elle vit seule avec sa mère dans une cabane dans la forêt. Elles se nourrissent d'humains qui passent par là et qui se perdent, des voyageurs qui se perdent. Elle leur offre le gîte, le couvert, puis les dégustent. Tout ceci semble complètement naturel à Margot, qui est une petite fille, ma foi, assez étrange, puisque elle se nourrit d'autres humains et parce qu'elle vit pas mal isolée. Elle va quand même à l'école, et quand elle va à l'école, elle a pas beaucoup d'amis, elle est très isolée socialement. Le conducteur de bus est la seule personne qui lui offre un petit peu d'attention et d'affection, qui fait un peu attention à elle quand elle a l'air de pas aller bien, quand elle a l'air un peu malade ou quoi. Il a toujours un petit mot pour elle, il s'inquiète pour elle. Vraiment, ce conducteur de bus, mais vraiment, je l'ai aimé aussi fort que si c'était mon père. Bon, ça veut pas dire grand chose. Sauf qu'un jour, il y a une femme qui vient dans la maison, et la maman de Margot décide de ne pas la manger et d'en faire sa compagne. Donc les deux femmes commencent à sortir ensemble, vivent ensemble, et la voyageuse, elle se fait très bien à cette nouvelle vie où on bouffe des autres êtres humains. Sauf que avec l'arrivée de cette nouvelle femme, Margot, elle passe un peu au second plan de sa mère, et surtout sa mère, elle est pas très saine dans sa relation avec Margot. Je vous le donne en mille, hein. Déjà tu fais bouffer des humains à ta fille, tu n'es pas une bonne maman, je pense. C'est un autre sujet. C'est hyper dérangeant
dérangeant, on est là dans cette maison, c'est glauque, c'est un peu pourri, c'est sale, et on a tellement de peine pour cette petite Margot. Vraiment, ce livre m'a fait peur. Déjà, il m'a fait peur. Il m'a dégoûté, mais d'une bonne manière. C'était pas du gore pour du gore, c'était du gore et ça faisait grave réfléchir. Ça fait trop réfléchir. J'ai vraiment aimé et ça parle du rapport au corps, du rapport à la nourriture, du rapport à la parentalité, à soi. Vraiment, je trouve que au-delà d'être un livre sur le cannibalisme, c'est un livre sur la famille et sur la maternité. Et franchement, je pense qu'il y aurait des thèses entières à rédiger sur ce livre. L'usage de l'horreur sur chaque personnage, les métaphores qu'on peut y retrouver. Et des fois, j'ai l'impression que j'ai pas la capacité intellectuelle pour faire ça. Mais franchement, ça vaudrait trop le coup de se poser vraiment dessus et d'en parler pendant des heures. Une fois, il y a l'une d'entre vous qui m'a laissé un commentaire qui m'a fait beaucoup réfléchir et auquel je pense beaucoup depuis, qui me disait que l'horreur fait par les hommes, réalisé par les hommes, c'est pas la même en général que l'horreur par les femmes, et que c'est super intéressant parce que ça dit beaucoup de nous dans la société, parce que par exemple les hommes ça va beaucoup être du gore, des tronçonneuses, des trucs qu'on arrache et tout, et beaucoup de formes phalliques, alors que les femmes ça a beaucoup rapport à la nourriture, au corps, à soi, à ce qu'on ingère, et je trouvais ça hyper intéressant, et depuis j'arrive pas à ne pas le voir, je pense à ce commentaire tout le temps. Donc la personne qui a mis ce commentaire, si tu te reconnais, merci, tu m'as beaucoup aidé à avoir une vision de l'horreur qui était très intellectualisée et ça m'a fait aimer davantage l'horreur, je pense. Ensuite, on va parler d'un livre qui m'a surpris, que j'ai lu en début d'année et dont je crois que je vous ai parlé. Il s'agit de la duologie, mais je vais surtout vous parler du premier tome, et c'est la duologie Le Bain des Limbes, et le premier tome c'est Ne mord pas le soleil de Tanit Lee. C'est un très vieux livre de science-fiction. Je dis très vieux, j'ai abusé de fou. Je crois qu'il date des années 70. Bon, la meuf est dans l'abus. Et donc c'est un livre de science-fiction des années 70 puisque début d'année 2025, je voulais lire plus de science-fiction et notamment plus de science-fiction écrit par des femmes. J'ai donc fait mes petites recherches. Je voulais pas forcément lire les Becky Chambers, les Ursula K. Le Guin et tout, j'avais déjà un peu lu. Je voulais aussi faire des découvertes. Octavia Butler, pareil. J'en ai lu pas mal dans l'année, mais je voulais aussi découvrir des nouvelles autrices. Et je sais plus du tout comment, mais je suis tombée sur Tanit Lee. Elle a publié pas mal de choses. Ça, Le Bain des Limbes, ça m'a pas mal parlé. C'est trop chouette parce que c'est exactement ce que je voulais lire au moment où je l'ai lu. Le livre est très court et très bizarre. C'est de la pure science-fiction des années 70. Ça s'inscrit dans une époque... À l'époque, je pense que c'était pas rétro du coup, mais aujourd'hui, ça donne une ambiance très rétro-futuriste. Et c'est vraiment trop le genre d'ambiance que j'adore. On vit sous un dôme sur une planète qui est aride, et sous ce dôme, les conditions ont été artificiellement recréées pour être agréables. La température est agréable, c'est luxuriant, il y a des fleurs et tout. Les gens vivent avec les robots, mais les robots sont à leur service. Et notamment, le plot du livre, c'est que la mort n'existe plus, pour ainsi dire, puisque on peut soigner tout, on peut ressusciter les gens, et quand tu es ressuscité, tu peux changer de corps, changer les propriétés de ton corps. Donc c'est aussi super intéressant sur toute la question du genre. On suit un personnage, une narratrice, mais on a tout son groupe de copains. Et en fait, parfois t'en as un, il va avoir une apparence masculine, et puis la fois d'après, il va avoir une apparence féminine, ils vont se genrer selon leur apparence ou quoi, donc c'est très fluide. Ça, j'ai trouvé ça super cool. Et la science-fiction des années 70, je la trouve très libérée sexuellement. À chaque fois que je lis de la SF de cette époque-là à peu près, je trouve qu'il y a beaucoup de questions autour de la sexualité dans le futur et une libération sexuelle. Donc je pense que c'est parce que ça s'inscrit dans des combats de libération sexuelle de manière politique et pas juste de manière littéraire, mais je trouve ça trop génial, vraiment, c'est rafraîchissant de fou. Me dire on a fait pas mal de pas en arrière aujourd'hui, ça m'a beaucoup plu aussi, cet aspect très fluide, très ouvert, il se passe vraiment pas grand chose. Donc vu que la mort n'existe pas et qu'on peut se choisir un petit peu son apparence physique, les gens ont beaucoup tendance à se suicider pour ensuite être ramenés à la vie dans le bain des limbes par les robots et pouvoir rechoisir. Le 1, vraiment, il m'a trop plu, mais parce que aussi, il m'a surpris. En fait, je suis rentrée dedans, je m'attendais à rien. J'ai adoré. Et je me suis dit, mais pourquoi ça, c'est pas réédité? Genre des Philippe K. Dick et Isaac Asimov, t'en as des éditions à l'appel, tu sais même plus quoi en faire. T'as des textes illustrés, textes complétés, textes préfacés, nouvelles traductions. Et ça, non. Il faut chercher sur le dark web pour trouver potentiellement une copie. Alors moi, je l'ai trouvé sur liseuse. Le tome m'a un peu moins plu, mais il y avait une réflexion quand même super intéressante. Et en fait, c'était ça qui était chouette, c'est que d'un point de vue purement divertissant, j'ai moins aimé, mais d'un point de vue thématique, j'ai trouvé que c'était super bien fait, super intéressant. Ensuite, toujours dans une vibe horrifique, un petit peu science-fiction, on retrouve Les Indignes de Agustina Basterica. Agustina Basterica, elle avait écrit auparavant Cadavre exquis, en anglais c'est Thunder is the Flesh, qui était pareil un livre horrifique qui se passait dans un futur proche, qui parle de cannibalisme, mais en fait sous couvert de cannibalisme, ça parle
parle de l'industrie de la viande et du fait de manger des animaux. Donc j'étais déjà très convaincue parce qu'elle avait à proposer. J'étais hyper heureuse quand j'ai vu son nouveau livre. Les Indignes, ça se passe dans le futur. L'histoire qui nous est racontée par une jeune fille dans un couvent. Sauf que dans ce couvent, on est très souvent puni assez sévèrement pour un oui, pour un non. Il y a à la tête du couvent un homme. Je sais même plus si on le voit ou si on le voit jamais, mais en gros, il y a plusieurs niveaux. On vous dit, voilà, il faut absolument que vous passiez au niveau suivant. Et au niveau suivant, vous pourrez avoir des privilèges et être en contact avec cet homme tout-puissant qui gère le couvent. Ça m'a bouleversée comme livre. Il y a une petite histoire d'amour lesbienne. Pépite, je le savais pas en rentrant dedans. L'histoire d'amour, elle avait du sens, elle était bien faite, je trouvais, elle était bien positionnée dans l'histoire. Elle m'a beaucoup touchée dans la manière d'intégrer le récit. Ensuite, parfois quand la narratrice nous parle du monde extérieur, de comment c'était avant le couvent, je trouvais ça trop intéressant. Ça m'a fait penser un petit peu à Après nous les oiseaux, Le Sanctuaire, Dans la forêt, des livres un petit peu dans cette ambiance-là et dans une ambiance très science-fiction post-apocalyptique ou, oserais-je dire, Cli-Fi. Je vous ai saoulé en 2025 avec la Cli-Fi. Mais ça a été vraiment un sous-genre découverte coup de cœur pour moi. Je trouve que l'horreur dans le livre, elle est bien amenée. Je veux pas en dire trop parce que je veux pas non plus spoiler quoi que ce soit, mais vraiment c'est chouette. Le livre, il est écrit sous forme de journal que nous écrit la narratrice, sauf qu'elle a pas le droit d'écrire, donc elle le fait en cachette, donc des fois elle peut pas terminer d'écrire. Et je trouve ça bouleversant parce que ça donne un sentiment d'urgence quand on lit. Et j'ai trouvé que celui-ci était franchement meilleur que Cadavre Exquis. Cadavre Exquis, il y avait parfois un côté un peu musée, un petit peu bonjour, je te présente l'univers de A à Z. C'est pas très organique, c'est pas très spontané. Ici, c'était beaucoup plus organique et spontané. Ça laissait du suspense, mais en même temps, on n'était pas complètement paumé. Vraiment, j'ai adoré. Ensuite, encore un livre que j'ai lu en anglais. Je sais pas s'il a été traduit, mais il y a moyen, parce que je crois que d'autres livres de cette autrice ont été traduits. En tout cas, si jamais il n'a pas été traduit, c'est du young adult, et c'est du young adult contemporain. Et franchement, moi, c'est avec ça que j'ai commencé la lecture en anglais, parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible. Il s'agit de Imogen Obviously de Becky Albertalli. En plus, je l'ai lu quand je partais en Angleterre avec ma meilleure copine, et je pense que ça a donné une vibe encore plus chouette à ce livre. Genre quand j'y repense, je me revois à Londres avec elle et c'était trop cool. J'ai pleuré non-stop. J'étais à la gare King's Cross comme ça, on était en train d'attendre notre train. Je chialais comme une folle en lisant. C'était terrible. On suit Imogen, qui est une people pleaseuse comme t'as jamais vu, et sa sœur est lesbienne, sa meilleure pote, elle est pas hétéro. Je sais plus si, j'ai pas envie de dire de bêtises. Soit elle est pan, soit elle est lesbienne. Et elle a une autre meilleure pote qui, pareil, est pan. Donc elle est vraiment entourée de plein de personnes queer et elle les soutient de fou. Elle essaye de grave se documenter pour être la meilleure alliée possible, mais elle, c'est vraiment la meuf la plus hétéro possible. Et d'ailleurs, sa meilleure pote, l'une de ses meilleures potes, lui rappelle constamment: waouh, t'es tellement la meuf la plus hétéro de la Terre. Un jour, elle se rend chez une de ses meilleures copines qui est déjà à la fac puisqu'elle a 1 an de plus. Sauf que quand elle arrive, cette meilleure copine lui dit: excuse, je suis désolée, mais j'ai menti à tous mes copains et je leur ai dit que t'étais mon ex. Donc, est-ce que tu peux faire semblant d'être bi pendant un week-end? En fait, j'avais trop honte de dire que j'avais jamais eu de copine, donc j'ai menti. Imogen, elle est un petit peu mal à l'aise parce que elle a pas envie de faire semblant d'être bi, de mentir là-dessus parce que c'est pas cool pour les personnes qui sont vraiment bi, lesbiennes, etc. Mais d'un autre côté, elle veut pas mettre dans la merde cette amie. Donc elle joue le jeu, les amis sont super cool et elle rencontre une meuf qui est vraiment très cool. Et donc là, il y a tout le questionnement quand tu as pensé que tu étais hétéro pendant super longtemps de qu'est-ce qui se passe là? Pendant un moment, elle se dit: est-ce que j'ai tellement menti que je me suis menti à moi-même? Et je me fais croire que je suis bi, mais je mens. Je trouvais que les personnages étaient super attachants, que ce soit les amis, la famille, la crush en question. Les questionnements que ça soulevait sur c'est quoi une identité queer en fait. Parce que c'est ça aussi le fond de la question de ce livre. Est-ce qu'il y a une identité queer? Après, je suis pas non plus la personne la plus calée sur ces sujets-là. Le prochain, franchement, c'est à la fois c'est pas une surprise et à la fois c'est une surprise. Le dernier, Hunger Games. Donc ici, je l'ai en anglais, c'est Sunrise on the Reaping de Susan Collins, mais en français, c'est Lever de soleil sur la moisson. À la base, je ne voulais pas le lire. J'ai vu qu'il allait sortir, j'étais en mode je m'en tamponne le coquillard, vraiment ne m'en parlez pas, j'attendrai le film. Parce que le livre sur Snow, dont je ne prononcerai pas le titre pour des raisons évidentes de titre trop long, il ne m'a pas plu du tout. Vraiment, j'ai détesté sur tous les niveaux possibles. Je me souviens même plus de pourquoi j'ai détesté, parce que je l'ai lu quand il est sorti, donc c'était il y a peut-être 5 ans maintenant. Et j'avais pas du tout aimé l'ambiance, j'avais pas aimé le personnage, j'avais pas aimé les sauts dans le temps, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de fanservice. Mais quand le film est sorti, j'ai été le voir par
curiosité. Et en fait, un coup de cœur. J'ai adoré ce que le film avait à dire. J'ai adoré les personnages, les acteurs, les chansons, tous les petits moments fanservice. Quand celui-ci est sorti, au début je me suis dit je vais pas le lire et je vais attendre le film. Et là j'ai commencé à entendre plein de gens qui le lisaient et qui étaient trop fans et je me suis dit pourquoi est-ce que je passe à côté de la tendance en fait. J'adorais Hunger Games quand j'étais petite, j'adore toujours Hunger Games. Let's go quoi. Donc je me le suis acheté, je l'ai dévoré. Ça va pas de nous faire ça, Suzanne Collins. Le livre, je le trouvais trop cool. Alors effectivement, je l'ai mis dans les coups de cœur, mais il y avait pour moi des moments qui étaient un peu plus mous, un peu plus lents, ou des moments qui méritaient moins d'être dans les coups de cœur. Et je pense que s'il y avait pas aussi tout le côté nostalgie, tout le côté, bah voilà, c'est Hunger Games, il aurait pas eu autant de place dans le classement, il aurait pas eu un score aussi haut, on va dire. Mais il y avait beaucoup de fanservice, vraiment beaucoup de fanservice. Ça donne l'impression que le monde, il est tout petit, qu'on est tout le temps avec les mêmes personnages. En fait, c'est fun la première fois que t'as un personnage que tu connais qui arrive, t'es en mode, toi je te connais, je sais ce que tu vas devenir. Viens ici ma belle. Mais au bout de la 10e personne que t'as déjà croisée dans la trilogie initiale, t'es en mode bon. Mais il y a des moments où ça a vraiment du sens, puisque on gravite dans le même univers et tout, ça a du sens. Mais il y a des fois où t'es vraiment en mode sérieux, il y avait personne d'autre. Adoré, même si il y avait aussi parfois le côté tout réussi au personnage principal, il y avait aussi pas mal le côté de quand tu écris un livre qui se situe dans le passé par rapport à une trilogie que t'as déjà écrit ou un livre que t'as déjà écrit, t'es obligé de faire certains choix pour que ça coïncide. Et donc parfois il y a des choses qui semblaient un peu plus forcées que d'autres. Et j'ai tellement pleuré, vraiment j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai refermé le livre, j'ai dû pleurer encore pendant 2 jours je pense. Quand j'y repensais, j'arrêtais pas de pleurer. Je trouve qu'il y a tellement de liens super chouettes que Suzanne Collins a réussi à faire avec la trilogie initiale, que ce soit entre les personnages, que ce soit entre des situations qui sont arrivées. Dans le dernier film, il y a beaucoup de gens qui ont crushé très très fort sur Snow. Et en vrai, je peux comprendre parce que l'acteur, un pur canon, je veux dire ce mec est un BG absolu. Mais le personnage est infect. Et je pense que c'est ça qui m'a pas plu aussi dans le livre de Snow, c'est quand on suit des méchants, parfois il peut y avoir un peu le truc d'essayer de leur trouver des raisons, d'essayer d'avoir de la compassion pour eux, de les comprendre et tout. Donc c'était bien parce qu'avec ce livre, je trouve qu'elle dit un peu aux gens, vous avez crushé sur Snow, vous êtes des fous en fait, regardez ce qui se passe. On arrive à un livre dont je vous ai aussi déjà parlé dans peut-être 2 vidéos je crois que je l'ai lu en vlog et ensuite je vous en ai parlé dans mon dernier update lecture. Il s'agit d'un autre livre d'horreur puisque c'est vraiment l'un des genres que j'ai le plus lu et d'un autre livre de Cli-Fi, donc un sous-genre de science-fiction qui parle beaucoup de réchauffement climatique puisque ça a été mon sous-genre chouchou. Il s'agit de The Compound de Aileen Hall. Je crois qu'il a gagné les Goodreads Choice Awards dans la catégorie soit horreur, soit science-fiction, je ne sais plus. Donc peut-être qu'il va attirer l'attention en France. N'hésitez pas à me dire si certains sont traduits et que c'est juste moi qui suis passée à côté de l'information. Ça vient jouer avec plein de choses que j'adore, ce livre. Déjà notamment tout ce qui est télé-réalité, télévisuel, trucs broadcastés à la télé et donc on retrouve notamment un rapport avec Hunger Games. Ici on est dans un jeu de télé-réalité dans lequel il y a plusieurs règles. La première, c'est qu'il ne faut pas parler du monde extérieur, il ne faut pas parler de notre vie à l'extérieur. Ensuite, il faut toujours se coucher le soir avec quelqu'un du genre, du sexe opposé. C'est très hétéronormé et tout, ce jeu télévisuel. Donc il faut toujours se coucher avec quelqu'un du sexe opposé que soi pour continuer à participer au jeu, sinon vous êtes éliminé. Et il ne faut pas faire de mal aux autres participants, en tout cas pas tant qu'il y aura plus de 5 participants. Il y a 10 meufs et 10 mecs et le but c'est d'être le dernier ici. Ils ont tous les jours des objectifs communs à réaliser. Ça va être par exemple tenir chacun 1 minute en apnée dans la piscine, révéler chacun un secret ou révéler chacun le métier que vous faisiez à l'extérieur, puisque hormis les tâches qu'on leur donne, ils ne peuvent pas parler de l'extérieur, mais si c'est pour une tâche, ils le peuvent, mais ils ont aussi des objectifs personnels, comme par exemple, une telle, tu dois embrasser un tel, une telle, tu dois te promener nu pendant 10 minutes, etc. Et à chaque fois qu'ils réussissent, ils vont avoir des récompenses. Donc quand c'est des tâches communes, ça va être des grosses récompenses du genre de la nourriture, un frigo, de l'eau ou quoi. Le personnage qu'on suit, la femme qu'on suit, elle est pas là pour rigoler, quoi. Elle veut gagner. L'horreur, au début, est très psychologique, mais plus ça va, plus il devient aussi physique. C'est vraiment, de toute cette liste, c'est le livre que j'ai eu du mal à lâcher la nuit. Je pouvais lire jusqu'à 1h30 du matin, tellement je voulais savoir ce qui se passait. Je trouve que ici, l'horreur sert un point super intéressant. D'où vient la violence? Et qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour certaines récompenses, pour se sortir de certaines situations? Ça me fait beaucoup penser à plusieurs choses, mais là je me répète un peu, donc je vais essayer de pas trop me répéter. Primo, ça me fait penser à... Parfois, quand il y a de la violence, les gens ils vont dire oui, c'est à cause des jeux vidéo. Quand il y a de la violence à l'école, du harcèlement, des agressions, des choses comme ça, c'est toujours la faute des jeux vidéo ou des films ou des choses comme ça. Alors que notre monde est violent, nos politiques sont violentes. Il y a littéralement
des politiciens qui bombardent d'autres pays et d'autres politiciens qui sont en mode c'est complètement ok ce qui se passe. Donc je veux dire, la violence, elle est pas dans les jeux vidéo, elle est dans le monde, elle est dans les informations le matin, elle est dans la manière dont l'État, la France de Macron, traite ses citoyens. Là, il y a une violence. Et parfois, il y a tellement de frustration en nous qu'il y a de la violence qui éclate aussi là où elle pourrait ne pas éclater. Il y a aussi le truc de quand on n'a rien à perdre, quand on a déjà une vie misérable, bah finalement, se dire je risque d'aller en tôle pour tel truc, ça paraît pas une punition si affreuse que ça quand déjà ta vie est misérable et que tu risques ta vie au quotidien juste pour te loger, te chauffer. Et du coup, je trouvais que ce point-là, il est super intéressant d'essayer de comprendre d'où vient la violence. C'est pas inné en nous, on n'a pas de la violence, c'est pas parce qu'on joue aux jeux vidéo qu'on a de la violence. Mais un autre point, et celui-là je l'avais déjà abordé, ça vient jouer aussi avec, puisque du coup cette émission elle est regardée par des spectateurs, donc il y a aussi tout l'aspect, il faut que tu plaises aux spectateurs, et plus tu plais aux spectateurs, plus la prod va vouloir te garder, plus les marques vont vouloir t'envoyer des trucs chouettes et tout, ce qu'on est prêt à regarder en tant que téléspectateur. Parce que là c'est quand même insane de regarder ça, et on pourrait se dire c'est de la SF, c'est de l'horreur, sauf que je me souviens que quand j'en avais parlé en vlog, quelques jours après, il y avait eu la mort du fameux streamer dont j'ai malheureusement oublié le nom, je ne le connaissais même pas, mais l'histoire m'a scandalisée, qui se faisait agresser en stream, et les gens regardaient. Non mais c'est sur YouTube, non mais c'est sur Twitch. Mais c'est des vrais êtres humains derrière en fait. Et c'est des êtres humains qui parfois font ça parce qu'ils veulent des vues, parce qu'ils veulent de l'argent. Mais c'est des questions que je trouve super intéressantes. Si jamais vous avez des recommandations d'autres livres qui parlent de télé-réalité horrifique, de télé-réalité de science-fiction et tout, j'adore ça. Vraiment, n'hésitez pas à m'en conseiller. On va essayer d'accélérer un petit peu. Mais ensuite, on a The Lesbiana's Guide to Catholic School de Sonora Reyes. J'ai l'impression que je vous ai déjà beaucoup parlé de ce livre et j'ai l'impression que je l'ai lu il y a 10 siècles, mais c'était en mars. Je l'ai lu en anglais, pareil, je sais pas s'il a été traduit, mais pareil, c'est du contemporain young adulte. De la même manière que Imogen Obviously, je pense que The Lesbiana's Guide to Catholic School, vous pouvez peut-être réussir à le lire assez facilement en anglais, ou en tout cas ça peut être un bon entraînement. Notre personnage principal est lesbienne, comme vous l'aurez deviné dans le titre, et elle a dû changer d'école parce que son frère dans son école précédente s'est battu, je crois. Donc il a changé d'école pour aller dans une école catholique. La maman veut que notre protagoniste suive son frère pour le surveiller, pour être sûr que tout va bien pour lui et que tout se passe bien. Et ça l'arrange bien parce que dans son ancienne école, elle a dit aux mauvaises personnes qu'elle était lesbienne et elle s'est fait out, et elle aimerait bien que ça reste dans le microcosme de l'école parce qu'elle veut pas que sa mère l'apprenne. Elle vit dans une famille qui est très catholique, issue de l'immigration, et le papa notamment s'est fait déporter il y a quelques années, et donc elle le voit plus. Elle l'appelle régulièrement mais elle le voit plus. C'est un livre super touchant parce que le rapport à la famille, il est fou, vraiment il est fou, c'est super bien fait. Ça m'a fait pleurer mais une folie quoi. Déjà la thématique du papa qui a été déporté, surtout en ce moment aux États-Unis, c'est tellement d'actualité, j'y repense encore en ce moment à ce livre, c'est vous dire l'impact qu'il a eu sur moi, parce que régulièrement je me dis mais en fait il y a des gens à qui c'est encore en train d'arriver, le papa qui s'est déporté, et en plus vu l'Amérique de Trump, c'est pas toujours juste on te renvoie dans tel ou tel pays, hein, c'est parfois bonjour les alligators, et ça fait pas plaisir. Donc c'était super touchant pour ça, et ça j'aime bien parce que c'était pas juste voilà ça sert de background, ça sert de oh là là ma famille regardez c'est compliqué, il y avait une vraie réflexion politique qui était amenée de la part de Sonora Reyes, je trouvais. Après, il y a tout le côté de se sentir un petit peu de deux cultures, comment parler à sa mère surtout, qui est très 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 catholique. Il y a évidemment une petite histoire d'amour, c'était super mignon. Et ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est que c'était pas juste plombant en mode ça c'est triste, elle a pas fait son coming out, c'est triste, elle s'est fait out et harceler, c'est triste. Il y avait aussi des moments de joie, de pure joie, que ce soit au sein de la famille, que ce soit avec ses copines qu'elle rencontre, le nouveau cercle d'amis qu'elle se fait. Vraiment, c'est une lecture qui m'a trop plu. Le livre suivant, il y a eu un avant et un après. C'est un livre que j'ai acheté en anglais mais qui en fait est francophone. Je crois que l'écrivaine est belge. Je crois qu'elle est belge. C'est Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Harpman, donc que j'ai ici en anglais I Who Have Never Known Men. Ce livre, il a une histoire qui est fascinante et il y a beaucoup d'autres youtubeuses, youtubeurs qui en parlent probablement mieux que moi. Mais en fait, il est sorti dans les années 60, 70, je suis plus sûre. Il a bien plu, mais voilà, tranquille. Et là, en 2024-2025, le livre a explosé sur TikTok. Et c'est pour ça que moi, j'ai cru qu'il était anglais à la base et que je l'ai acheté en anglais. Parce que je le voyais partout sur le TikTok américain, anglais et tout. Et je me disais, mais attends, mais ça a l'air d'être une dinguerie. Donc je l'ai acheté.
Et c'est seulement après que je me suis rendu compte que, en fait, à la base, c'était francophone, mais le truc avait eu un succès monstre tout d'un coup, de manière internationale. Du coup, il a été réédité en français chez Stock. Enfin bref, l'histoire de ce livre est folle. Trop génial d'une part de redonner de l'amour, de l'intensité et de la valeur à ce livre parce qu'il est fou et il le mérite. Mais d'un autre côté, un peu triste parce que on a tellement tendance à invisibiliser le travail des femmes, surtout quand elles essayent de sortir un peu de certains genres. Et donc là, une femme qui écrit de la science-fiction, oh mon dieu, tu vois, tu nous saoules avec tes histoires de bonnes femmes. Bah on passe à côté de pépites comme ça. En fait, ce livre, il aurait pu avoir du succès déjà à l'époque et être élevé au rang de classique du genre déjà à l'époque. On est dans un futur proche, on ne sait pas ce qu'il est advenu du monde. La narratrice, c'est une adolescente, c'est la seule enfant, c'est la seule jeune de ce groupe. Je crois qu'elle est enfant quand l'histoire commence. Et elle est avec 39 femmes qui, elles, ont connu la vie d'avant. Elles sont enfermées dans une prison et gardées par des hommes qui ne leur parlent pas. Elles ne savent pas ce qui se passe en dehors, elles ne savent pas pourquoi elles sont là, pourquoi elles sont 40, s'il y a d'autres femmes comme elles ailleurs. Et la plus jeune, elle a toujours connu que cette prison-là, puisqu'elle était vraiment très très jeune quand elle a été enfermée. Un jour, pendant que les gardes sont en train de leur donner à manger, il y a une alarme qui retentit, ça fout le bazar dans la prison, et ça leur permet de prendre l'ascendant et de sortir. Et je trouve ce livre trop intéressant pour plein de choses. Déjà, il vient parler de ce que c'est que d'être humain, parce que cette jeune fille-là, elle a pas l'impression d'être humaine parce qu'elle partage pas la plupart des expériences des autres humains qu'elle connaît. Parce que en fait, socialement, elle a pas été éduquée comme les autres. Ça parle aussi beaucoup de nostalgie, de comment se reconstruire, de rapport à l'intime. En fait, je pourrais en dire tout ce que je veux, ça lui rendra jamais justice. Mais je crois que je l'ai lu et j'en ai parlé en vidéo, donc j'essaierai de vous retrouver la vidéo et de vous la mettre ici. C'était une vidéo dans laquelle j'en profitais pour parler de pas mal d'autres sujets un petit peu qui me tenaient à cœur sur le coup. Et je crois que j'en parlais quand même vachement mieux à ce niveau-là parce que il était frais dans ma tête. Mais ce livre m'a bouleversée, m'a trop plu. Il peut très facilement se lire d'une traite. Franchement, je crois que je l'ai lu en 2 fois, mais j'aurais pu le lire d'une traite. Cérémonie d'orage de Julia Armfield, que j'ai lu parce que Cornelius en a parlé et la couverture et le résumé m'a beaucoup parlé. Je vous parlais au début de cette vidéo d'un autre livre qui parle de daddy issue, et bien nous y sommes, c'est celui-ci, c'est vraiment le livre des daddy issues. C'est également de la Cli-Fi. En fait, ce livre je l'ai lu en février. Il a un petit peu donné le là au reste de mon année de lecture, c'est-à-dire science-fiction écrit par des femmes, Cli-Fi, donc c'est-à-dire science-fiction qui parle beaucoup du réchauffement climatique, livre queer et daddy issue. On est dans quelques années dans un futur proche, à Londres, il pleut constamment à cause du réchauffement climatique. Franchement, quand il y a 5 minutes d'éclaircie de soleil, c'est la fête. Et il pleut tellement tout le temps que le niveau de l'eau a monté aussi. Donc la ville est à moitié submergée par endroits. Donc la ville est à moitié sous les flots par endroits. Il y a certaines structures architecturales qui ne tiennent plus. Et les gens continuent à vivre complètement normalement. Ça va au travail, ça se marie, ça divorce, ça fait ses petites affaires tranquillou. Dans une espèce de sidération complètement naturelle. C'est quelque chose que j'ai adoré parce que j'ai trouvé ça super réaliste, c'est-à-dire que la fin du monde, elle sera pas telle qu'on se l'attend avec des grosses explosions, des mutants, des zombies, une maladie qui va décimer toute la population. La fin du monde, elle va être hyper lente, comme dans ce livre-ci notamment, ou comme d'autres livres de Cli-Fi qui sont très très bien écrits pour le coup. Je pense à un livre qui m'a laissé très mitigée cette année, donc malheureusement il ne se retrouve pas dans mes lectures préférées, il m'a quand même beaucoup marqué, Dans la forêt de Jeanne Egland. Mais c'est très progressif en fait, et l'humain continue à vivre comme si de rien n'était parce que le changement nous effraie au plus haut point. Désolée si je vous plombe avec mes lectures, c'est vrai qu'elles n'étaient pas très joyeuses, mes lectures préférées de l'année. Et moi, elles m'ont apporté beaucoup de joie, il y avait un côté très réconfortant à lire ces récits catastrophés. On suit 3 sœurs, je ne me souviens plus des prénoms, elles n'ont plus de contact l'une avec l'autre, et elles sont obligées de reprendre contact lorsqu'elles apprennent le décès de leur père. Leur père, c'était un éminent architecte qui avait participé à fabriquer beaucoup de structures qui réussissaient à survivre malgré la pluie, malgré l'eau qui monte, etc. Et elles vont devoir se retrouver pour savoir qu'est-ce qu'on fait de la maison commune, qu'est-ce qu'on fait des affaires. Se retrouver, ça va aussi leur permettre de fouiller un petit peu dans les souvenirs. C'est un livre qui pose beaucoup de questions politiques en sous-texte, en fond, mais qui les pose quand même, et qui pose aussi beaucoup de questions sur la sororité, la famille, le rapport au père, aussi un petit peu à la mère, mais ça parle quand même vachement plus du père. C'est pas juste de la fiction littéraire, ambiance, science-fiction, fin du monde, vous voyez ce que je veux dire. Bref, le livre est trop intéressant, trop intéressant. My God, j'arrive pas à en parler tellement c'est génial. J'ai adoré les rapports entre les différentes sœurs. C'est aussi intéressant de se rendre compte que, et c'est ce que je vous disais pour sa fille préférée, le livre que je vous ai présenté plus haut, une enfant peut avoir un rapport complètement différent avec un parent. Moi, dès qu'il y a des histoires de sœurs, de toute façon, je prends.
Le prochain livre, il y a aussi eu un avant et un après. Il s'agit de L'espace d'un an de Becky Chambers, je pense que vous vous en doutez peut-être un petit peu. C'est le premier tome de la tétralogie Les Voyageurs. Je sais que j'arrive vraiment 1000 ans après la hype, et je pense que si à ce stade-là de votre vie, vous n'avez pas lu ce livre, c'est peut-être tout simplement que vous n'en avez pas envie. Et mon dieu, ce que ce livre est chouette. C'est du solarpunk, et en fait, ça m'a permis de me rendre compte que j'adorais le solarpunk. Un sous-genre de la science-fiction que j'adore. Ça se passe pas mal. Il se passe pas des dingueries, on n'est pas en mode dystopie, c'est horrible, c'est super chill. Et moi j'adore la science-fiction, je trouve que ça a un côté très apaisant. La chose à laquelle je ne m'attendais pas, qui au début m'a chiffonné un peu, mais qui finalement ne m'a pas dérangé plus que ça, c'est que dans les 4 tomes, on ne suit pas les mêmes personnages. On est dans un même univers, bien sûr, et on suit des personnages qu'on a rencontrés dans les tomes précédents à chaque fois, des personnages qui peuvent revenir, on peut en croiser d'autres, etc. Il y a quand même des liens qui se font, mais dans l'ensemble, on ne suit pas les mêmes personnages. Et j'ai lu les 2 premiers pour l'instant, le 3 et le 4, il va falloir que je les lise en 2026. J'ai super hâte, c'est tellement doudou. J'arrêtais pas d'y penser, je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai terminé ce livre, j'arrivais à rien lire d'autre. Du coup, j'ai été acheter le 2 en urgence. Becky Chambers écrit super bien, elle a des personnages qui sont hyper doux, gentils, mignons, mais en même temps, il se passe pas rien. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et ce qui est chouette aussi, c'est que du début à la fin, ils ont une mission. Donc il y a un fil rouge qu'on suit. L'histoire, elle est vraiment super intéressante, il y a quelque chose. Et en même temps, c'est hyper cosy, il y a plein de moments où juste, ils vont manger ensemble, où ils vont visiter une nouvelle planète, où ils vont avoir une conversation hyper passionnante, parfois très superficielle, ou parfois très profond. C'est trop génial. Il y a beaucoup, Becky Chambers, elle est vraiment connue pour ça. Il y a beaucoup de personnages LGBTQIA+. J'avais trop envie de vivre sur le vaisseau avec eux, en fait. Du coup, j'allais regarder des fan art sur internet. Fan art? Pourquoi j'ai parlé comme ça? Et ça me faisait trop plaisir. J'étais en mode, mais j'ai envie de les avoir dans ma chambre, d'acheter tous les petits fan art et de me faire un petit mur. Ils sont trop beaux. Il y a des gens, ils ont trop du talent. Vous êtes trop forts, vraiment. Si un jour ils adaptent ça, déjà, il faut l'adapter en dessin animé, pas en film, dessin animé. Et ensuite, pitié, il faut l'adapter en fait. C'est important, c'est pour la culture. Je vous ai cité beaucoup de livres qui étaient un peu horribles politiquement, ça se passait pas très bien. Et là, ça fait du bien de conclure sur celui-ci parce que celui-ci, c'est juste du pur bonheur en barre. Vraiment, mais ça va pas dans votre vie, mais vous lisez ça, s'il vous plaît, lisez ça. Prescription du médecin. Dire Becky Chambers. Allez, on n'en parle plus. Non, ne me remerciez pas, ne me remerciez pas. Je suis en train de partir en vrille totale. Il est donc temps de clore cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis super contente d'avoir tourné cette vidéo. J'ai l'impression que ça fait 6 siècles que j'ai pas tourné. Je parle vite, je suis désolée. Mais bref, on se retrouve très bientôt, je ne sais pas quand, pour vous parler des lectures que j'ai le plus détestées de l'année. Là, ça va piquer. Là, ça va être piqué, salant, piquant, salé. C'est plutôt ça que je voulais dire. N'hésitez pas, je le rappelle, à partager en commentaire vos coups de cœur à vous aussi, à me recommander des livres similaires à tout ça. Vous avez de très très bons conseils. Il y a certains livres absolument incroyables que j'ai découverts grâce à des commentaires que vous aviez laissés, grâce à des vidéos. Et je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de très bonnes lectures.